Allez, nous poursuivons cette soirée spéciale débat sur la première circonscription avec 4 nouveaux invités qui nous ont rejoints. Jean-Luc Monceau, bonsoir. Vous êtes candidat à Europe Écologie Les Verts. Vous avez déjà été candidat en 2007. Oui. Vous aviez réalisé 4,56% des voix au premier tour. Béatrice Bourges, bonsoir. Vous êtes candidate d'hiver droite. Vous êtes notamment fondatrice du collectif pour l'enfant. Et votre slogan, c'est l'homme au cœur. Voilà. Émilie Germain-Vaudrenne, bonsoir. Vous êtes candidate Front de gauche et c'est la première fois que vous présentez à une élection. Et enfin, Christophe Pitel, bonsoir. Vous êtes candidat de Debout La République et vous aussi, c'est une première. Tout à fait. Voilà. Comme aux candidats précédents, je vais vous demander en 30 secondes de donner chacun vos priorités si vous êtes élu député. On va commencer par Jean-Luc Monceau. Alors moi, c'est une mesure un peu ambitieuse puisque je propose la mise en place d'une loi cadre de solidarité et de cohésion sociale qui a été mise à mal les 5 ans précédents. Et donc cette grande loi cadre engloberait tout ce qui concerne la construction des logements qui est un grand enjeu national et l'emploi notamment des jeunes. Émilie Germain-Vaudrenne. Alors c'est pareil, c'est une réforme ambitieuse. Je propose l'abrogation de la RGPP. Alors pour la révision générale des politiques publiques. Alors dans le langage courant, c'est plutôt le principe du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Pourquoi abroger finalement cette RGPP? Elle a été mise en place en 2007. Aujourd'hui, elle est vendue comme une conséquence de la crise. Donc il faut rappeler en réalité qu'elle est antérieure à la crise. Et pour moi, c'est une rupture du pacte républicain. C'est-à-dire l'accès finalement à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la sécurité. C'est pas pour rien qu'en ce moment il y a aussi des manifestations de la part des policiers. Et pour cette raison, je pense qu'il faut absolument et impérativement abroger cette RGPP qui fait payer de façon totalement fallacieuse les 1700 milliards d'euros de dette à des Français en leur faisant croire que ce sont les dépenses sociales qui sont responsables de cette dette alors que ce n'est pas le cas, comme le démontrent beaucoup d'économistes très sérieux comme M. Jacques Généreux qui enseigne entre autres à Sciences Politiques. Et on poursuit ce tour de table avec donc les priorités de ces 4 nouveaux candidats qui nous ont rejoints. On passe à Béatrice Bourges. Alors moi, ce serait d'abord l'assainissement des dépenses publiques en inscrivant la règle d'or dans la Constitution, c'est-à-dire l'équilibre dans la Constitution, l'équilibre du budget. Et puis, ma deuxième, c'est l'emploi et la compétitivité, notamment, comme on l'a souligné tout à l'heure, Saint-Quentin, c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. Et donc je pense qu'il y a des partenariats à faire notamment entre les entreprises de la circonscription, notamment celle de Guyancourt, et les jeunes. Je travaille beaucoup là-dessus. En tant que secrétaire général d'entreprise et progrès, et puis le maintien des heures supplémentaires qui bénéficient à 8 millions de salariés en France. Christophe Pitel, Debout La République. Donc de mon côté, je fais mon programme sur une relance de l'emploi. Parce que donc moi je suis lié donc à l'industrie automobile où j'ai une expérience de plus de 15 ans et aujourd'hui donc sur le site de Guyancourt vous avez le Technocentre bien entendu et donc c'est vraiment redynamiser Renault ou les sociétés comme PSA aussi et les sociétés qui travaillent aussi qui sont des grands donneurs d'ordre dans notre pays parce qu'il ne faut pas oublier qu'un député est un élu de la nation avant tout avant d'être lié à une circonscription et donc c'est relancer l'emploi par un redéveloppement des PME permettre aux sociétés, aux petites PME de se développer et de remoderniser les grands donneurs d'ordre qui aujourd'hui délocalisent trop en dehors de la France et ne permettent pas à ces petites PME de vivre convenablement. Donc c'est votre priorité pour Debout La République. Voilà pour ce premier tour de table. Premier sujet que nous allons aborder avec vous, c'est la question du patrimoine, de l'environnement. Et on en revient à ce sujet que nous abordions tout à l'heure avec les autres candidats. C'est la question de ce métro, de cette ligne du Grand Paris qui doit traverser cette première circonscription. On va commencer avec vous pour Europe Écologie Les Verts. Ce grand métro, est-ce que déjà ce serait un atout? Et ensuite, si on le fait passer, par où on le fait passer et comment? Alors, je pense qu'il faut prendre la question un peu en amont et d'abord se poser la question de l'opportunité de ce projet de Grand Paris et notamment de regroupement des organismes de recherche sur le plateau de Saclay. Nous sommes, nous, à Europe Écologie Les Verts, pour un aménagement du territoire qui est polycentrique et qui ne donne pas toujours l'avantage à l'Île-de-France. Il ne faut pas tout concentrer en Île-de-France et il faut protéger aussi les terres nourricières qui existent en Île-de-France, notamment ce plateau de Saclay qui regroupe les meilleures terres nourricières de l'Île-de-France. Donc il faut abroger cette loi du Grand Paris, il faut tourner le dos à ce projet de regroupement des centres de recherche sur le plateau de Saclay et du coup cette liaison par métro n'a plus lieu d'être. Il est urgent de rénover les moyens de transport en commun existants
et puis de faire un transport en commun en site propre qui est planifié depuis 20 ou 30 ans sur le plateau de Saclay et qui n'a jamais été fait. On ne sait pourquoi. Enfin, les responsables politiques locaux doivent pouvoir l'expliquer. Mais Cécile Duflot qui rentre au gouvernement, c'est un plus pour justement revenir sur tout ça? Mais écoutez, vous pensez oui, qu'elle pourra se faire entendre? On espère. Elle est un peu... elle a un ministre associé qui s'appelle Lamy, qui est le maire de Massy-Palaiseau et qui est pour le projet, mais en tout cas Cécile Duflot est déterminée pour faire abroger cette loi du Grand Paris. Béatrice Bourges. Alors moi, je reprends le Grand Paris, le métro. Le Grand Paris, le métro. Sur le métro, je suis plutôt d'accord avec le plateau précédent, ouais. À savoir que oui, bien sûr, au métro, et savoir s'il faut qu'il soit enfoui ou à l'extérieur. Je dirais que pour les zones urbaines, évidemment, il faut qu'ils soient enfouis pour des raisons de sécurité évidentes et de bien-être des habitants. Et puis après, je dirais que c'est vraiment tronçon par tronçon, en fonction des zones agricoles, en fonction de l'urbanisation et de la place existante. Voilà, c'est mon Donc vous auriez été effectivement d'accord avec François de Mazières, Isabelle Tissot. Absolument. Émilie Germain-Vedrenne. Alors je crois que par rapport à cet aménagement du plateau de Saclay, il faut rappeler que c'est une opération d'intérêt national, ce qui fait que les collectivités locales en fait ont été finalement démises du dossier. Elles ont pu très difficilement donner leur avis. Et il faut se demander finalement quel est l'objectif que l'on poursuit. Au départ, on voulait mettre 150 000 logements sur ce plateau de Saclay, c'est-à-dire saccager des terres qui sont essentielles. Ça a été revu. Ça a été revu au départ, effectivement. Mais on sait très bien que si le métro arrive, eh bien, qu'est-ce qui va se passer après? Lorsque le métro arrive, la densification par le logement, forcément, arrive aussi. L'autre élément, finalement, l'autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce métro passe en zone rurale? Puisqu'il y a une partie, effectivement, il passe au milieu des 2000, enfin, à proximité des 2300 hectares que l'on doit normalement protéger. Pourquoi il passe en zone rurale? Parce que la Société du Grand Paris peut ensuite, finalement, avoir un droit de préemption sur ces terres qui se trouvent à proximité de la ligne et donc gagner énormément d'argent pour rendre je rappelle quand même qu'il y a un périmètre de sauvegarde agricole. Il y a un périmètre sur important. lequel il y a eu un très grand débat, justement. Oui, au départ, c'était environ 2300 hectares. Maintenant, c'est au moins 2300 hectares. Mais c'est acquis. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Ça peut très bien évoluer. On sait que si ce métro arrive, il y aura des dangers environnementaux évidents. Et en tout cas, pour ce qui est du métro aérien, bien sûr, non. La moindre des choses, c'est de l'enterrer, puisque ce serait le seul tronçon sur lequel il serait aérien. Donc, en tout cas, ça c'est certain, il faut l'enterrer et il faut qu'il desserve Guyancourt. Je vais juste réagir Jean-Luc François parce que je vous voyais hocher de la tête. Non, effectivement, il y a un... On se dit... Ah, d'accord. On se dit, il y a un périmètre, mais danger. Il y a un gros risque, effectivement. Un métro qui arrive, c'est évident que ça va attirer de l'urbanisation et les 2300 hectares fondront comme neige au soleil. On va voir si Christophe Pittel, donc pour Debout la République, est d'accord. Et ensuite, on parlera d'économie. Je suis favorable par rapport à ce projet. Par contre, bien entendu, il ne faut pas dénaturer l'environnement et les villes. Ça permet aussi aux Français d'aller plus facilement à leur emploi. Ça permet aussi certainement de développer des axes proches des gares. Donc, je suis assez favorable. Maintenant, il faut bien entendu pas dénaturer les villes. Favorable, oui, mais attention. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi et en tout cas, c'est important pour le développement économique et c'est une transition toute trouvée. Et bien justement, on reste avec vous, Christophe Pittel. On va parler d'emploi, d'économie. On l'a dit, 50 ans, on y vient, une deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. Comment faire pour développer encore l'emploi sur le territoire et en tout cas le conserver? Écoutez, moi je suis plutôt axé automobile par mon expérience. Et donc sur Guyancourt, et on sait que les Yvelines est un département de l'automobile. C'est un gros département des Yvelines. Vous avez PSA sur Vélizy et Renault sur Guyancourt. Et vous avez autour, notamment sur Montigny, tous les fournisseurs et les sous-traitants. Donc bien entendu, comment on peut développer cette partie-là, ces emplois, c'est moraliser ces grands donneurs d'ordre, comme je le disais auparavant, donc Renault, notamment pour notre circonscription, et PSA, en leur donnant les moyens d'éviter de délocaliser, c'est-à-dire refermer nos frontières par rapport à une Europe qui aujourd'hui est trop libérale et qui permet à nos grandes sociétés de faire n'importe quoi et d'aller délocaliser des emplois en Chine ou en Inde. Et donc nous permettre de sortir de l'euro aussi, faire du protectionnisme et sortir de l'euro pour nous permettre d'avoir une monnaie qui est adaptée à notre économie, qui aujourd'hui n'est pas le cas.
et ne permet pas à nos grosses sociétés, et notamment aux PME qui sont les sous-traitants des grandes sociétés, d'être concurrentiels et ne permettent pas d'avoir des gens aujourd'hui qui ont un certain savoir-faire qu'on est en train de dilapider et ne permet pas de conserver ces emplois en France. Aujourd'hui, chez PSA et Renault, vous avez énormément de compétences qui sont en train d'être perdues. Il va y avoir des plans sociaux qui vont être annoncés dans peu de temps. Et ça va faire très très mal. Dans très peu de temps, on ne saura plus fabriquer une voiture en France. Il y a des plans sociaux qui sont déjà annoncés. Il y en a déjà qui sont annoncés, mais pas encore dans l'automobile. Mais vous avez Air France, vous avez d'autres sociétés. Mais tout ce que je dis, c'est applicable chez Alstom, c'est applicable dans n'importe quelle société. Air France, c'est des départs volontaires à la retraite. Oui, bon, pour clarifier les choses. Mais c'est quand même du savoir-faire qui s'en va. Béatrice Bourges. Alors vous êtes très axée sur les jeunes, donc l'emploi des jeunes peut-être. Oui, je suis l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors aussi. Pourquoi ? Parce que à Entreprises et Progrès, j'étudie ça et je suis aussi d'ailleurs au conseil d'administration de l'Agence pour la création d'entreprises, donc très sensible aussi aux créations d'entreprises. En ce qui concerne le territoire, j'ai envie de parler de deux choses en particulier, qui sont en effet toutes les entreprises qui sont sur la ville nouvelle. Notamment un certain nombre que je suis allée rencontrer pour créer des partenariats entre les missions locales et les établissements privés d'entreprise et les missions locales. Et donc vraiment un partenariat public-privé, je crois que ça c'est extrêmement important. Et j'ai envie aussi de rajouter quelque chose, parce qu'on n'en a pas parlé sur ce plateau-là, c'est en ce qui concerne l'université, parce que ça va m'amener au logement notamment, et donc à la création d'emplois. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers à l'université de Saint-Quentin, dont j'ai pour ambition d'ailleurs d'en faire un pôle d'excellence en ce qui concerne le développement durable, puisque, comme vous disiez, c'est maintenant au classement de Shanghai, donc on peut être très très fier de notre université. L'université, par la voix de sa présidente Sylvie Fauché auparavant, puisqu'il y a eu exactement. Une nouvelle élection, s'était engagée sur cette voie. Et donc pour continuer, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, il y a un manque de logement, et donc je pense que de ce côté-là, on peut aussi créer un certain nombre de logements et donc d'emplois pour répondre à ces demandes des étudiants. Un travail dans les quartiers en ce qui me concerne sur les mesures d'éducation, d'économie et d'emploi. Sur les mesures d'économie et d'emploi. Ça vous parle forcément du logement aussi. Je pense qu'il faut un peu articuler effectivement les questions locales de la circonscription avec un problème national. Tout à l'heure, on parlait effectivement des délocalisations. Là, on est en plein dans le sujet du capitalisme financiarisé qu'on ne maîtrise plus. Donc, l'une des mesures que nous défendons au Front de Gauche, c'est bien sûr l'interdiction des licenciements boursiers. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les licenciements boursiers ? Il faut peut-être expliquer. C'est l'idée qu'une société, en fait, délocalise une partie de sa production dans un pays effectivement où ses coûts de production vont être moindres et de ce fait, non pas, elle n'est pas en difficulté, c'est pas pour ça qu'elle va finalement supprimer de l'emploi, c'est uniquement pour faire plus de profit. Sauf qu'au bout d'un moment, on voit bien le taux de chômage où est-ce qu'il arrive et il y a une chose qui est beaucoup plus inquiétante et qui concerne justement la circonscription, c'est ce qui concerne la recherche et développement. Pour l'instant, le tertiaire supérieur restait sur notre territoire et on disait oui, mais nous sommes en train d'assister à une mutation du tissu économique, c'est-à-dire qu'on parle du secondaire vers le tertiaire. Aujourd'hui, même les emplois tertiaires sont menacés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur la circonscription ? Qu'est-ce qu'on va faire en France ? Quels sont les emplois qui vont nous rester si on ne fait pas de loi pour encadrer tout cela ? Voilà. Jean-Luc Manceau ? Alors, je pense que vous allez peut-être rebondir sur ce que dit Béatrice Bourges sur le développement durable. Oui, alors nous, déjà, il faut, ce que nous pensons à Europe Écologie Les Verts, c'est qu'il faut reconvertir l'économie. Donc les emplois de demain ne seront pas les emplois d'aujourd'hui. Donc les gisements d'emplois, quels sont-ils en France ? C'est plutôt la rénovation des bâtiments, la construction de nouveaux bâtiments, les énergies renouvelables, les services à la personne, l'agriculture biologique, etc. De l'emploi local et non délocalisable. Tout ce que je viens d'énumérer sont des emplois locaux et non délocalisables. Contrairement à l'industrie automobile, notamment, qu'il est urgent de reconvertir, qu'il est urgent de transformer, d'adapter. Le mastodonte Renault qui existe sur Saint-Quentin en Yvelines, c'est un peu un talon d'Achille. Ça marche une année, ça marche pas le lendemain, mais on sait que dans le futur, ça marchera pas. Parce que la mobilité, le principe de enfin, il faudra toujours qu'on se déplace, mais par contre, on se déplacera pas demain de la même manière qu'aujourd'hui. On se déplacera plus chacun dans notre petite voiture qui fait une tonne de métal. Voilà, donc il va falloir trouver d'autres moyens, se déplacer plus collectivement, les circulations douces, etc. Et Renault n'a pas d'avenir en tant qu'industriel comme il l'est aujourd'hui. Donc il faut vraiment tout reconvertir, tout repenser avec des emplois locaux et non délocalisables tels que ceux que j'ai énumérés. Vous êtes tous environ entre 3 et 4 minutes de temps de parole. Ce second plateau est terminé pour ce soir. Merci d'être venus pour débattre avec nous. Nous allons poursuivre avec 4 nouveaux candidats. Ils sont 15 en tout à se présenter sur cette première circonscription. 12 vont se succéder donc sur ce plateau. Et il nous reste encore une dizaine de minutes pour recevoir les 4 prochains. Juste après ce micro-trottoir, à quoi sert un député ? Il serait peut-être temps de se poser la question.
C'est le représentant du citoyen, c'est l'intermédiaire entre le citoyen et l'exécutif. On propose des lois, et il faut qu'il accepte ou pas, ou il faut qu'il soit plusieurs à dire oui ou non, c'est ça. Bonne question. Un député, ça peut servir à nous aider déjà, et d'une. Voilà. Moi, je peux vous expliquer ça, moi, je suis pas trop. À être notre relais entre la population et l'Assemblée, peut-être pour aider à faire passer des lois. Un député sert à voter les lois, donc il peut faire des propositions par rapport au président, par rapport au gouvernement, proposer des lois et donc ces commissions, ces lois vont être regardées en fait en commission et puis étudiées, donc votées par les députés et après ensuite envoyées au Sénat où elles pourront être renvoyées après une navette entre les lois.